Bonsoir. Un échange à bâton rompu avec le président du FPI, c'est le rendez-vous que nous vous proposons ce soir. Pascal Affi-N'Guessan sera avec nous tout au long de ce live talk. En sa compagnie, il sera bien évidemment question, bien entendu, de la question sociopolitique, de la vie de son parti, le Front populaire ivoirien. Ici, vous le savez, on analyse, on débat, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre live talk. Oui, bonsoir à tous. Et vous êtes très nombreux tous les soirs à regarder ces rendez-vous-là. Et aujourd'hui, vous nous suivez en direct sur nos pages des réseaux sociaux. Pour accompagner Mazwe Team aujourd'hui, nous avons Monsieur André Bois. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brice. Et puis l'habitué de la Mazwe Team, Edith Broubleu, bonsoir. Bonsoir Brice. Tous les trois, on dira bonsoir à notre invité. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, bonsoir, comment allez-vous, président? Bonsoir, bien. Très très bien. Alors, je pense que sans plus tarder, nous allons, mais avant de parler avec notre invité, nous allons revenir sur une vidéo qui a circulé, André, Alain Toussaint et Edith Broubleu, une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux ces dernières heures, qui était censée montrer les Ivoiriens qui ont été donc molestés, nous tenons à dire, dans un pays voisin. Eh bien, il n'en est rien, c'est une fake news et justement, les autorités ivoiriennes appellent les uns et les autres au calme pour dire que cette information-là, telle que relayée, n'était pas la bonne. Donc il n'est pas question d'Ivoiriens qui aient été molestés dans un pays voisin. Donc je crois qu'il était important de marquer cette précision-là. Absolument. Et demain, d'autres détails vous seront donnés donc, au cours des différents journaux télévisés que nous allons vous proposer sur nos antennes. Voilà, pour l'instant, c'est un appel au calme, à la responsabilité des uns et des autres, parce que nous sommes là en face clairement, Edith Brou, d'une fake news. Effectivement. D'une manipulation. Voilà. De l'information. Et en plus, c'est une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Très bien. Sur ce, nous allons tout de suite échanger avec notre invité. C'est maintenant. Notre invité, je vous le disais, M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Je tiens à souligner, M. Pascal Affi-N'Guessan, que c'est quasiment la première interview plateau que vous donnez après la détention. Oui, depuis le début de l'année, c'est la première interview. Merci d'avoir choisi Live TV pour cette interview-là, monsieur Pascal Affi-N'Guessan. Alors justement, on parlait de cette détention-là. Je pense que vous êtes passé par de nombreuses émotions pendant que vous y étiez. Alors la question, c'est comment vous portez-vous moralement, physiquement, moralement, comment ça va? je suis au point. Nous sommes habitués à ce genre de situation. Donc, lorsqu'on décide de faire la politique en Afrique, il faut d'abord avoir résolu ce problème dans la tête et être prêt à toutes les épreuves. Très bien. Alors, M. Pascal Affi-N'Guessan, désobéissance civile, CNT, finalement participation aux dernières législatives. C'est ça. Avec le recul, estimez-vous que vous aviez la stratégie adéquate? La stratégie adéquate par rapport à quoi? Par rapport à toutes les décisions que vous avez prises pendant cette période des élections présidentielles, avec vos différents amis, en tout cas de l'opposition, est-ce que vous pensiez effectivement que c'était le bon choix? Mais il arrive des moments où vous n'avez pas le choix et qui ne s'offre à vous qu'une seule issue et vous vous engagez. Si vous pensez que c'est là que se trouve votre responsabilité, votre devoir. Est-ce que le CNT était légal et légitime? La création le CNT n'a pas d'abord vu le jour. C'était une promesse de création puisqu'il était question d'appeler toutes les forces vives de la nation à la création du Conseil national de transition. Donc c'était une annonce. Et si vous avez remarqué, le CNT n'avait pas de composition, on n'avait pas dit exactement, explicitement qui était membre, on a dit toutes les forces vives. Donc c'est à partir donc, de cette annonce, il fallait donc ouvrir le débat. Il fallait convoquer donc, toutes ces forces vives pour leur faire partager la situation qui prévalait. Puisque l'objectif, en fait, la motivation, c'est que nous sommes partis du fait que nous reconnaissons qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'ensuite M. Alassane Ouattara est en fin de mandat et donc il y a un vide. S'il y a un vide, il appartient à toutes les forces vives de se retrouver pour voir comment gérer ce vide. Et donc le cas du CNT était censé représenter le cas de rassemblement de toutes ces forces vives pour appréhender la question de la gestion du vide constitutionnel que nous avons acté. Sur ça, M. Affi, mais en revenant un peu sur votre réponse, vous nous faites comprendre que vous n'aviez aucun autre moyen, sachant que le moyen que vous avez choisi pouvait précipiter beaucoup de nos concitoyens
vers l'abîme. C'est ça, c'est ce qui moi me surprend dans votre réponse. Quel abîme? Non, parce qu'il y a eu des morts. Vous savez les choix que vous faites en tant que politique. Est-ce que c'est le CNT qui les a tués? Les morts, c'est bien quelqu'un qui les a tués. Est-ce qu'on était obligé de tuer les gens parce qu'ils revendiquaient? C'est ça. Donc, ceux qui ont tué, c'est eux qu'il faut indexer. C'est eux qu'il faut accuser. Et non ceux qui ont appelé. Si un mouvement appelle, mais si un mouvement appelle à une marche pacifique et qu'on les tue, c'est ceux qui ont appelé aux marches, c'est eux que vous allez accuser ou ceux qui ont tué? Parce que dans la vie, il faut être responsable. Celui qui pose un acte délictuel, illégal, c'est lui qu'il faut condamner. Oui, mais attention. Les manifestations auxquelles nous avons appelé étaient des manifestations pacifiques. Ceux qui sont descendus dans les rues sont descendus dans les rues les mains vides et ils ont été tués. Voilà la réalité. Très bien, vous l'avez répété. Je veux juste vous relancer là-dessus. C'est eux qu'il faut condamner. Juste vous relancer pour qu'on puisse mettre tout ça en perspective. Bien sûr. Des gens qui ont barré des rues, des gens qui ont coupé du bois pour empêcher les autres d'avancer. Vous n'avez jamais vu ça? Non, c'est pas que vous n'avez jamais vu ça, des gens qui barrent des rues et vous n'avez jamais vu ça dans le monde? Laissez-moi vous poser la question. Je l'ai vu, mais je veux dire, vous êtes un homme d'État, parce que n'oublions pas, mais votre responsabilité, c'est aussi de poser des actions qui ne vont pas semer le trouble dans l'esprit de vos militants, pour les envoyer à poser des actes finalement qui sont délictueux. Parce que barrer la route à un autre citoyen, ce n'est pas un acte... Mais est-ce que vous n'avez jamais vu des citoyens qui ont barré la route, même en Europe? Même dans une démocratie, vous n'avez jamais vu des gens qui ont fait des manifestations où ils bloquent les... Mais ça ne veut pas dire que c'est légal. Enfin, c'est une façon de manifester. Il appartient à l'autorité qui ne souhaite pas que ces manifestations se poursuivent d'accéder aux revendications de ceux qui battent les routes. Mais petite précision, M. Pascal a fait une question sur la question. Ce n'est pas l'État, justement, qui aurait tué ces personnes-là. On a vu que c'est des civils, des individus qui s'en sont pris à d'autres individus. Mais qui, pour le compte de ceux qui sont au pouvoir. Mais ça, on n'avait aucune preuve. Ah si. Puisque nous savons bien que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui les ont mis en mission. Mais comment vous le savez, monsieur? À travers les témoignages, à travers... il y a eu plein de vidéos qui l'ont montré. C'est un peu léger. Ils auraient pu dire également que ceux qui sont là... Mais pourquoi des gens s'en prendraient à des manifestants s'ils ne défendent pas ceux que les manifestants contestent, ceux contre qui les manifestants manifestent? Donc, pourquoi ils le feraient? Oui, mais l'exemple est là, vous le dites. Moi, je dois aller au travail le matin, où j'ai mon camion. Et donc, vous venez tuer les gens parce qu'ils ont barré la route. Ne faites pas de raccourci. Non, mais enfin, c'est pas un raccourci. Très rapidement, je vous là-dessus pour mes autres collègues. Je vais aller le matin au travail, j'ai pris mon camion de marchandises, j'ai pris mes gombos, je veux passer la route est barrée par d'autres concitoyens. Il faut qu'à un certain moment, vous êtes un homme d'État, il faut que je passe. Et comme je n'ai pas la possibilité d'avoir les forces de l'ordre pour ouvrir la voie, je vais demander, donc il y a une confrontation qui naît et c'est ça qu'on assiste, monsieur. Parce que vous n'êtes pas un citoyen responsable. Le citoyen responsable respecte les revendications de ceux qui sont mécontents. Lorsque... bien sûr, vous devez respecter les revendications. Dans toute la démocratie, c'est ce qui se passe. Quand les gilets jaunes manifestent en France, est-ce que vous avez vu les autres qui allaient les agresser pendant des boudins? Par exemple, les autres d'aller au travail, par exemple. Comment ils les empêchent? Vous n'avez pas suivi les machins des gilets jaunes, alors? Non, parce qu'il y avait un circuit. Donc, nous ne sommes mécontents, nous manifestons. Ceux qui ne sont pas mécontents doivent reconnaître que ces citoyens-là ont un problème avec l'État. Respectons leurs manifestations parce que nous aussi, un jour, nous pouvons avoir un problème avec l'État et nous serons dans la même situation de manifestation. Il faudrait que ceux-là aussi nous respectent. Voilà comment fonctionne une démocratie. Ceux qui ont des problèmes avec l'État manifestent et ceux qui n'ont pas de problème les respectent. S'ils exagèrent, ils peuvent... Mais il faut respecter le droit à manifester. Très bien. Parce que n'importe quel citoyen peut, à un moment ou à un autre, se trouver dans la même situation où il a besoin de manifester pour faire connaître ses revendications. Donc si chaque fois que quelqu'un manifeste, ceux qui ne sont pas concernés viennent les agresser, nous ne sommes plus dans un régime démocratique. Monsieur Afinguessan, tout à l'heure, Edith parlait de la séquence du CNT suivie par les législatives auxquelles vous êtes allés sans vos amis. Qui étaient à vos côtés au moment de la présidentielle, de la désobéissance civile. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été floué, d'avoir été lâché en reste campagne par vos partenaires? Et bien sûr. Le sentiment net que j'ai été trahi à l'issue. Donc on m'a utilisé, j'ai mené le combat de la désobéissance civile. Quand il s'est agi d'aller aux élections, on m'a exclu, mais il y a une raison. Qui vous a utilisé, qui vous a exclu? Parce qu'aujourd'hui, je pense, le PDCI, principalement le PDCI et les GOR. Enfin, le PDCI et les GOR. C'est-à-dire ceux qui se sont associés par la suite, EDS, PDCI, ce sont eux qui nous ont exclus. Et ça a été fait de façon publique, ce n'est pas
puisque nous avons eu des rencontres au siège du PDCI au cours desquelles... Mais justement, à propos de cette rencontre-là, M. Finguessa, est-ce que déjà ça ne sentait pas le brûler quand vous avez, vous-même, la première fois, n'avez pas été convié à la première rencontre? On vous a rencontré un peu en catimini. Est-ce que là, à partir de là, vous n'aviez pas déjà le sentiment que vous vous engagez dans quelque chose où vous n'étiez pas forcément le bienvenu? C'est sûr. Mais vous êtes quand même engagé? Bien sûr, parce qu'il fallait servir la cause nationale. La question qui était posée n'était pas une question personnelle, c'est la question de la République, c'est la question de la démocratie, c'est la question de la lutte contre le troisième mandat, c'est une question nationale et personne n'a le droit d'exclure qui que ce soit. Et un leader politique responsable doit se donner les moyens de participer sans tenir compte du sentiment des uns et des autres. Et c'est ce que nous avons fait. Est-ce que pour ces objectifs-là, le politicien madré que vous êtes, ancien Premier ministre, un homme d'expérience, vous n'avez pas fait une évaluation et qu'aujourd'hui, on observe clairement que vous avez été le seul à supporter la charge, notamment au niveau judiciaire, de cette opération foireuse? Mais bien sûr, mais le problème ne se pose pas au niveau personnel ou par rapport à un leader politique. Le problème se pose par rapport à l'opinion nationale, par rapport au pays. Nous agissons pour les Ivoiriens. Nous n'agissons ni pour Bédié, ni pour Gbagbo, ni pour qui que ce soit. Nous agissons pour la Côte d'Ivoire. Moi, je me suis mis au service de la Côte d'Ivoire. Et si l'intérêt national exige que je m'engage dans un combat, je m'engage, quel que soit le coût. Et quelle que soit l'attitude que des partenaires conjoncturels peuvent avoir vis-à-vis de moi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai la conscience tranquille. Je sais qu'en 2020, contre le troisième mandat, j'ai pris une position précise, claire, et ça, c'est marqué dans l'histoire. Est-ce que vous avez et donc, des regrets? l'histoire retiendra que Afin N'Guessan ne s'est pas associé au troisième mandat. Afin N'Guessan a eu le courage de dénoncer le troisième mandat, de se battre pour le troisième mandat, de faire la prison à cause du troisième mandat, même si par la suite il a été lâché. N'empêche que parce que la politique, on l'a fait pour laisser des traces. La politique, on l'a fait pour marquer l'histoire de son pays. Monsieur Afin N'Guessan, cet engagement n'était pas fait essentiellement pour plaire à ceux qu'on appelle les Gors, parce que depuis plusieurs années, depuis 2014, ils vous combattent, et il semble que votre stratégie de ralliement à cette opposition répondait plus à la volonté de peut-être plaire à Gbagbo et vous rapprocher de ses partisans qui aujourd'hui vous lâchent. Si je voulais plaire à Gbagbo, il y a longtemps que je ne serais pas dans la position que je suis. C'était un je test ne me pour bats eux. pas pour plaire à quelqu'un, ni à Gbagbo, ni à Bédié, ni à Ouattara. Je me bats par rapport à des convictions. Je me bats par rapport à ce que je considère comme juste de faire pour mon pays. Voilà. Et voilà ce qui détermine. Donc ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit que je me suis engagé. Voilà. Je me suis engagé par rapport à mes convictions parce qu'à ce moment précis de l'histoire de notre pays, ma position, mon rôle et ma place étaient dans l'opposition au troisième mandat, l'opposition à cette élection que M. Ouattara voulait organiser, qui était pipée d'avance. André. Non, j'allais plutôt dire, dites, mais j'y vais, les Ivoiriens. Parlons vraiment des choses un peu qui concernent quand même nos concitoyens. Vos ambitions, c'est vraiment de travailler pour la Côte d'Ivoire. Système de santé décrié en ce moment. Situation sécuritaire, on le sait, avec aussi des problèmes à Kafolo. Manque d'eau dans plusieurs communes. Et tout ça, Afin N'Guessan, défenseur de la Côte d'Ivoire, est totalement absent. Comment ça s'explique? Ah non, nous sommes on vous entend très peu. Nous sommes présents. Pas du tout, mais si vous m'aviez invité par rapport à ces problèmes-là, je me serais exprimé. Et sur vos réseaux sociaux, vous adressez à vos membres de votre équipe. Dans tous les cas, faut qu'ils acceptent vous savez bien que sur, par exemple, les délestages, nous venons de prendre une déclaration qui est très claire. Mais il est évident que la période des élections législatives nous a beaucoup occupés parce que ça a été un moment assez intense. Et donc, nous sortons de cette période. Je considère que cette invitation que vous avez bien voulu m'adresser marque en quelque sorte ma rentrée politique. C'est ça. Et vous allez voir que dans les semaines à venir, nous serons de plus en plus présents sur tous les dossiers qui concernent les Ivoiriens. En tant que leader politique et aussi citoyen, oui. On a eu dernièrement, en tout cas ces 2 derniers mois, beaucoup de cas de négligence qui ont abouti à des morts d'hommes au niveau des hôpitaux, des hôpitaux publics. Il y a eu des déclarations qui ont été faites, les populations se sont saisies du dossier, mais on ne vous a pas réellement entendu là-dessus. C'est des problèmes sociaux. Vous dites que vous vous intéressez aux problèmes des Ivoiriens, mais en général, on remarque que vous ne réagissez que quand il s'agit de CEI ou des vrais problèmes qui intéressent la Côte d'Ivoire, on ne vous entend pas. Peut-être que ces dernières semaines, nous n'avez pas entendu,
mais nous sommes un des partis qui réagit le plus souvent. Et notre secrétaire général est là pour l'attester, puisque toutes nos déclarations sont faites et signées par le secrétaire général, porte-parole du parti. Donc c'est vrai, je reconnais que sur des dossiers qui touchent par exemple à la santé, aux accidents de la route, puisqu'il y a eu beaucoup d'accidents, mais je voudrais vous dire que là, actuellement, nous sommes en train de préparer un dossier sur cette question. J'allais vous demander quelle est votre lecture, ou bien on attend le dossier. Là, vous pouvez nous dire... Mais notre lecture, c'est qu'il y a beaucoup de laxisme dans la gestion des transports, comme dans la gestion de tous les secteurs économiques du pays. Beaucoup de corruption dans la délivrance des permis de conduire. Ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire, ça. Oui, mais enfin, on parle de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et lorsqu'on est au pouvoir, c'est pour corriger ce qui ne va pas. Du coup, et donc, nous notons qu'il n'y a aucune avancée, aucun effort, aucune initiative pour faire en sorte que la route ne tue pas. La route tue de plus en plus et tue davantage. En tant que député, est-ce que vous comptez faire des propositions de loi ou convoquer des ministres? Bien sûr, une mission d'information. Bien sûr, cela fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale. Mais vous ne l'avez pas fait. On sort d'une mandature, vous y étiez. Ça n'a jamais été fait. Je n'avais pas de groupe parlementaire. Donc vous savez que souvent, lorsque vous n'avez pas de groupe parlementaire, faire une proposition de loi, ce n'est pas facile, puisque ce sont les groupes parlementaires qui doivent soumettre au bureau de l'Assemblée nationale des propositions. Mais nous pouvons passer par d'autres canaux. Mais sans même faire des propositions, nous avons eu à prendre position sur toutes les questions, sur toutes les lois qui sont passées à l'Assemblée nationale et à faire des déclarations pour donner notre position sur chacune de ces lois. Le fait, par exemple, que des inspecteurs d'auto-école soient remplacés par des gendarmes pour faire passer les examens, vous pensez que cela relève d'une solution efficace ou alors c'est juste une solution gadget? Oui, une solution gadget, un aveu d'impuissance, une façon de vouloir reconnaître qu'on a failli, que ceux qui sont qualifiés pour faire le travail ont failli et qu'on n'a pas de solution de rechange. Voilà. Donc lorsqu'on invente ce genre de situation, c'est pour bien montrer qu'on n'a pas de solution. Je trouve que le ministre des Transports qu'on a reçu ici avait affirmé à l'époque justement que c'était prévu. Donc ce n'était pas forcément un cas de force majeure qui avait occasionné. Mais en même temps, c'est transitoire. Hein. Voilà. Mais pourquoi les gendarmes et pas les policiers? Si les inspecteurs sont défaillants, il faut corriger les défaillances. Ce n'est pas en changeant le lieu ou la qualité de ceux qui font le permis qu'on va régler le problème. Le problème se pose, c'est une façon de déplacer les problèmes. S'il y a beaucoup de corruption dans le secteur, s'il est mal organisé, s'il est mal administré, il faut régler le problème. Et après, quand les gendarmes seront le ministère des défaillants... Transports affirme que c'est sa façon de régler le problème. Quand les gendarmes seront défaillants, où est-ce qu'on va transférer les... Il faut bien qu'ils soient plus défaillants. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous auriez proposé très rapidement? Est-ce que vous avez déjà un projet, vous, là-dessus? Mais bien sûr, il faut un contrôle. Il faut revoir d'abord le code de la route. Il faut revoir la formation des moniteurs d'auto-école, parce que c'est à ce niveau qu'il y a aussi des problèmes. Alors, donc, si on change, on met les gendarmes, que les auto-écoles ne changent pas, que le système même d'administration du permis de conduire ne change pas, on va se retrouver dans la même situation. Il faut réviser totalement le système. Il faut même que la conduite soit une matière dans l'enseignement primaire, par exemple, pour qu'on apprenne aux élèves à faire la conduite et que les permis, la délivrance du permis même soit libéralisée. Parce que c'est trop administré. C'est trop administré et donc forcément les fonctionnaires qui sont chargés de cela sont soumis à des pressions de toutes sortes et donc à la corruption. Parlons de sécurité, parce qu'on a évoqué les gendarmes tout à l'heure. On sait dans quelles conditions notre pays fait face justement à la menace terroriste. Kafolo, 2 fois, Teini, des zones comme ça. Alors, comment vous réagissez à tout ça? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos gouvernants font face de la meilleure des façons, ou en tout cas une façon qui vous satisfasse? Je pense que nous sommes mal préparés à faire face à cette menace qui est une menace sérieuse. D'abord parce que le gouvernement ne fait rien pour que l'opinion prenne conscience de la gravité de la situation. Pourquoi vous dites... Attendez, pourquoi vous dites ça? J'aimerais bien que vous précisiez votre pensée sur ce point-là. Ne faire rien, c'est que la question du terrorisme reste encore une question au niveau de l'élite. Le commun des Ivoiriens n'est pas suffisamment sensibilisé sur la gravité de cette situation, sur le fait que la menace à nos portes. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on interroge des Ivoiriens sur la question du terrorisme, ils vous diront non, on ne sait pas de quoi il s'agit, la plupart? Même s'ils disent qu'ils savent de quoi il s'agit, ils n'ont pas encore suffisamment conscience que c'est une menace suffisamment grave qui menace la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas conscience des préjudices
que le terrorisme cause, par exemple, un pays comme le Mali ou le Burkina Faso. Nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que face à... On ne voit pas clairement quelle est la stratégie du gouvernement pour anticiper cette menace. Mais on nous dit qu'il y a aussi bien au plan politique, etc. Aussi, oui. Donc forcément, oui, mais jusqu'à quand? S'il n'y a pas une stratégie, s'il y a des opérations ponctuelles, coup de poing, ce n'est pas de cette façon qu'on va faire face à cette menace qui est permanente. Mais l'armée ne va pas dévoiler sa stratégie. Quand je dis stratégie, c'est-à-dire au plan politique, qu'est-ce que nous faisons pour anticiper, pour préparer la Côte d'Ivoire à faire face? Parce que le terrorisme prospère là où l'État est défaillant, là où le pays est divisé. Or, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans un pays divisé où certaines personnes peuvent même penser... Je ne partage pas votre avis là-dessus. Permettez-moi de vous couper parce qu'il y a une importante loi de programmation militaire aussi importante que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Donc aujourd'hui, on est préparé, mais en tout cas les moyens de l'État me semblent correspondre aujourd'hui aux enjeux de la Côte d'Ivoire. Vous nous dites que... Il y a eu 12 morts en 2019. Oui. Voilà. 2 morts il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc tous les moyens qu'on met aujourd'hui, ça nous permet de faire face. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'anticipation, que le renseignement ne fonctionne pas. Parce que si le renseignement fonctionnait, on n'aurait pas eu des morts. Monsieur Pascal, en plus, il ne le renseignement fonctionne, d'autant plus qu'on a appris qu'il y a eu beaucoup d'autres attentats qui ont été joués. Il ne s'agit que de l'aspect technique. Très bien. Or, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement d'ordre technique. Et cette lutte doit être multidimensionnelle, elle doit être à la fois politique, elle doit être diplomatique, elle doit être certes technique, elle doit être financière. Quelle est la place de la Côte d'Ivoire dans la lutte dans le G5 Sahel? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne travaillerait pas à ce que le G5 Sahel s'étende dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest? Parce que la menace n'est pas seulement dans les 5 pays du Sahel. La menace, c'est aussi au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Sénégal. Tous ces pays doivent conjuguer leurs efforts. Et ceux qui ont les plus de moyens, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, doivent apporter le plus possible à cette lutte, parce que lutter contre le terrorisme au Mali et au Burkina, c'est prévenir le terrorisme en Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut que la Côte d'Ivoire s'engage et soit plus présente dans cette lutte qu'elle ne l'est jusqu'à présent. L'actualité, c'est également le procès de Guillaume Soro et une vingtaine de ses proches pour complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État qui s'est ouverte aujourd'hui, 19 mai, au palais de justice d'Abidjan, après une première condamnation à 20 ans de prison en avril 2020. Pour lesquels vous avez relevé, je cite, la célérité de la procédure et un risque d'instrumentalisation de la justice. Un second procès s'ouvre. Votre commentaire? Mais justement, une instrumentalisation de la justice, des opérations inutiles qui ne mènent nulle part, qui ne règlent aucun problème, qui ne font que maintenir la Côte d'Ivoire dans la crise. Des condamnations, des procès en n'ont pas fini. On a le sentiment qu'il y a une course. Je ne sais pas s'il y a une compétition à vouloir condamner les gens, s'il y a un record que M. Ouattara veut battre en matière de condamnation. Moi, je suis en train de chercher à faire les statistiques pour voir combien de personnes il a fait condamner depuis qu'il est au pouvoir. Voilà. Mais la réalité, on va se retrouver face, c'est-à-dire que le pays restera en crise. Ces personnes enchaînées, traînées devant les tribunaux, c'est triste et c'est pitoyable. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire, ça ne ressemble pas à l'image d'un pays moderne, d'un pays qui veut avancer, qui est démocratique. C'est tout ce que je retiens. Ce qu'on peut comprendre également, c'est que vous estimez que même si les personnes commettent des actions, juste pour ne pas avoir un plus grand nombre de personnes dans les prisons, on devrait pouvoir les laisser en... Ce n'est pas de question. Ce que j'observe, c'est qu'ici, il y a trop de procès politiques, trop d'hommes politiques contraints. Figurez-vous que nous aussi, bientôt, nous allons passer devant les tribunaux, justement à propos de la dissolution civile. Est-ce que ce n'est pas pour ça que vous dites ce que vous... Non, mais c'est un constat. C'est un constat, c'est une réalité. Voilà. Avant ceux-là, il y en avait d'autres. Jusqu'à présent, ceux qui ont été arrêtés en 2011, notamment les chefs militaires, sont encore en prison. Ça fait plus de 10 ans. Mais l'utilisation... etc. Il faut arrêter cela. Ça ne ressemble pas, ça ne règle aucun problème. Ça ne règle pas. On a mis Gbagbo en prison 10 ans. Il va revenir et il va se retrouver face au même Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? La déportation n'aura apporté aucune solution. Puisque Gbagbo sera encore là. Et comment il va gérer Gbagbo? Mais en même temps, M. Affi N'Guessan, excusez-moi, les faits qui sont reprochés
aux personnes sont quand même des faits assez graves. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Il faut bien que, à l'issue d'investigations menées par... C'est M. Ouattara, à travers son procureur, qui distribue les infractions. Moi-même, quand j'ai été arrêté en 2011, il y avait cette même panoplie d'accusations, atteinte à... Et par fini, au procès, on a retenu contre moi que trouble à l'ordre public. Après avoir égrené une kyrielle d'accusations. Mais est-ce que cette instrumentalisation de la justice, cette instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique n'est pas dans la tradition purement ivoirienne? Parce que sous Bédié, sous Gueye, sous Gbagbo, et maintenant, vous le dites, sous Ouattara, on a l'impression que la justice est utilisée comme une épée de Damoclès pour faire taire les opposants. Sous Ouattara, on a dépassé les bornes. Sous Ouattara, on frôle les sommets. C'est plus grave. La situation que nous vivons est pire que sous le parti unique. André? En termes de morts pour des raisons politiques, d'arrestation pour des raisons politiques, jusqu'à même la déportation d'un chef d'État à la CPI. On n'a jamais vu ça dans aucun pays en Afrique. C'est M. Ouattara. Et en Côte d'Ivoire, qu'on a vu ce genre de choses. Et nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que cette gouvernance-là conduit le pays à la catastrophe. Si on n'arrête pas, parce que demain, la question qui va se poser, et moi que je me pose, comment Ouattara va gérer l'arrivée de Gbagbo? Bon, on aura certainement l'occasion de vous poser une question en rapport avec l'arrivée de Laurent Gbagbo. Jean Bonin, qu'on a reçu sur ce plateau-là, disait que pendant que vous étiez en détention, puisqu'on parle de détention, vous étiez en détention, c'est là qu'il y a eu la rencontre, ou les différentes rencontres entre le président Alassane Ouattara et Bédié. Comment vous avez ressenti ça de votre lieu de détention? Vous avez senti que vous étiez abandonné, vous étiez trahi? Non, pas du tout. Personnellement, je ne suis pas opposé au dialogue entre le pouvoir et l'opposition, si ce dialogue peut permettre de résoudre des problèmes, d'éviter des conflits. Je ne suis pas opposé. Donc, mais il faut que dans ces genres d'échanges, chaque parti reste, et notamment l'opposition, reste ferme sur ses positions. Et je n'aurais pas souhaité que pour obtenir la libération de ceux qui sont en prison, on fasse des concessions, qu'on renonce à la lutte. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, il faut rester ferme sur ces positions. Parce que le combat que nous menons, c'est pour faire avancer la démocratie. C'est pour faire avancer la paix. Et renoncer, ce n'est pas aider à faire avancer reculer, ce n'est pas aider à faire avancer les choses. Il faut que ceux qui sont au pouvoir acceptent et comprennent qu'il est important d'écouter l'opposition, qu'il est important de faire des concessions, qu'il est important de démocratiser la vie politique. Et si cela est fait, bon, on peut avancer. Il y a eu un dialogue politique donc, entre l'opposition et le gouvernement. Quelle est la suite? Est-ce que vous pensez que c'était un dialogue politique factice parce que vous décriez l'implication du gouvernement dans toutes ces condamnations? Est-ce que vous pensez que finalement c'était factice? Oh, pas totalement factice, mais trop localisé, trop sommaire. Parce que le problème en Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas seulement de régler la question de la désobéissance civile, de dire on libère les prisonniers parce qu'il y a des pressions internationales. Il faut avoir une vision globale, une vision à moyen et long terme de la crise ivoirienne et voir qu'est-ce qu'on fait pour que la Côte d'Ivoire tourne définitivement la page de ces turbulences, de ces incompréhensions, de ces tensions permanentes. Et c'est pour cela que nous avons appelé à l'Organisation des États généraux de la République. Parce qu'il faut que nous fassions le diagnostic de la vie nationale ces 20 ou 30 dernières années pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quels sont les problèmes qui font que chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, cela débouche sur une crise. Figurez-vous que depuis 30 ans, nous n'avons jamais vu une élection présidentielle démocratique, tranquille, pacifique. Chaque fois, il y a une crise, des morts, des arrestations. Pourquoi? De manière à ce que on puisse trouver des solutions. Elles peuvent être d'ordre institutionnel, constitutionnel, etc., pour tourner la page et construire une vie démocratique pacifique. Parce que même là, si nous ne faisons rien, 2025, on risque encore d'aller à une crise. À propos de tourner la page, certains internautes disent que juste après votre détention, on vous a vu donc dans l'avion présidentiel donc, pour aller dire Yako au peuple ghanéen. On a même envie de dire, certains internautes ont dit, Affi N'Guessan n'est pas rancunier. Je ne suis pas rancunier. Je ne suis pas rancunier. Pourquoi? Parce que la rancune ne construit pas. Ce n'est pas dans la rancune qu'on va construire la paix, la stabilité dans le pays. Mais chaque fois que je ne suis pas content, je le dis.
Et à qui que ce soit, je le dis. Mais une fois que je l'ai dit, et quelle que soit l'issue de ce conflit, je passe à une autre étape. Mais au moins, vous avez compris que je n'étais pas d'accord avec vous sur tel point, mais je suis prêt à marcher avec vous pour que nous puissions avancer ensemble dans la construction nationale. Voilà ma démarche. Et c'est peut-être ce qui me distingue des autres. Puisque certains sont dans la rancune permanente, dans le ressentiment. Mais avec ça, on ne peut pas avancer. Mais certains disent soit qu'ils sont dans la rancune, ou ils sont peut-être dans le deal, permettez-moi l'expression. Je ne sais pas, mais je note que, par exemple, certains, c'était une des accusations qui était portée contre moi. Pourquoi j'étais favorable au dialogue politique avec M. Ouattara? Voilà. Mais il est là, c'est un acteur. Et il constitue aussi un problème. C'est avec cela qu'il faut parler. On ne peut pas ignorer l'existence de M. Ouattara, comme on ne peut pas ignorer l'existence de M. Soro-Diom, comme on ne peut pas ignorer l'existence de M. Bédié, ni l'existence de M. Gbagbo. Ce sont des réalités politiques nationales. Et si vous faites semblant de les ignorer, vous vous mentez à vous-même. Très bien. Je ne vous règle aucun problème. Vous avez une question, non? Je voulais parler de Gbagbo. Vous avez exprimé votre satisfaction après l'annonce de son acquittement. Ouais. Votre conseiller ou vice-président du FPI, Pierre Dagbo, a semblé indiquer qu'il fallait tourner la page Gbagbo. Est-ce que vous êtes en accord avec lui? Est-ce que vous estimez que le FPI que vous dirigez doit poursuivre son chemin sans cette figure tutélaire ou historique que semble incarner Gbagbo? Est-ce que vous attendez Gbagbo aujourd'hui? Oui, personnellement, j'attends. Et je suis très pressé que le président Gbagbo rentre parce qu'il est une pièce de l'unité du parti. Parce qu'il va nous permettre de clarifier le débat qui a cours à l'heure actuelle au sein du parti, de savoir si nous sommes dans un parti clanique ou si nous sommes dans un parti démocratique. Si nous sommes dans un club de soutien à un individu avec le culte de la personnalité, si le M. Gbagbo a changé, puisque j'observe qu'il soutient les Gor, est-ce qu'il a changé? Est-ce que ce n'est plus le démocrate que nous avons connu dans le passé, qui a construit un parti démocratique avec des règles, avec des statuts, avec une dévolution du pouvoir, ou s'il est devenu maintenant le parrain d'une secte? Et pour moi, c'est important. Ça vous fait sourire, André Bois, pourquoi? Ah oui, pour moi, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer la suite de notre lutte. Parce que c'est ce qui va déterminer la possibilité que nous soyons ensemble. Parce que nous considérons que nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un parti démocratique, et que dans ce parti démocratique, tous les militants sont égaux, et que ceux qui sont les plus méritants, c'est à eux qu'on confie les responsabilités, et non dans un mouvement patrimonialiste où certains se considèrent comme les propriétaires du mouvement et les autres ne sont que des simples mercenaires, des simples employés qu'on envoie, qu'on recrute, qu'on envoie et qu'on congédie quand on veut. Or, c'est ce que les Gor veulent me faire croire. André, et donc, j'attends que M. Gbagbo nous clarifie la Monsieur Affi, on vous a bien compris. Je vais très rapidement. Vos mots sont extrêmement durs. C'est conforme à la réalité de ce que nous vivons au sein du parti. Vos mots sont non seulement extrêmement durs, mais vous avez la réponse à tout ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui la machine politique du FPI, légale, mais les élections ont toujours démontré que vous n'étiez pas avec l'ensemble des militants. Donc, quelque part, ce que vous dénoncez ne me paraît pas correspondre à la réalité, puisque finalement, les militants choisissent les Gor. Donc, finalement, c'est vous qui vous entêtez. Oui, ils ont choisi les Gor. Sans le PDCI, qu'est-ce qu'il serait devenu? Sans l'alliance avec le PDCI, qu'est-ce qu'il serait devenu? Mais sans le PDCI, la division qu'ils ont introduite, a fait voler le FPI en éclats. Et les militants, les électeurs du FPI aujourd'hui sont assis à nous regarder. Ils ne participent pas au vote. C'est ce qui explique les deux députés élus? Mais bien sûr, c'est ce qui explique les deux députés élus. Les deux députés, c'est parce que les militants, face à ce désordre que les Gor ont créé au sein du parti, avec la complicité du président Gbagbo, les militants préfèrent ne pas aller au vote. Et donc, c'est cela. En plus, quelle est la réalité aujourd'hui du paysage politique? Et c'est ce à quoi les Gor voulaient nous conduire. C'est que nous avons aujourd'hui en face de nous, depuis la chute du Front populaire ivoirien, c'est l'ensevelissement de la démocratie. C'est la démocratie qui est totalement en recul en Côte d'Ivoire et en lieu et place du contexte politique, nous sommes passés dans le clanisme.
Nous sommes dans un régime clanique, pas un régime démocratique assis sur 2 éléments, le tribalisme et le clientélisme. Et si vous regardez les résultats, terminez là-dessus, s'il vous plaît. Dans la tribu du Nord et ses colonies urbaines, vote RDR, RHDP, la tribu du Centre et ses diasporas rurales, à l'Ouest en particulier, vote PDCI. Si vous n'êtes pas un chef de tribu, et moi je ne suis pas un chef de tribu, je suis un chef de parti, vous n'avez pas votre place dans le jeu. Bien sûr, vous n'avez pas... Et ce que les gars... Non, ça ne correspond pas aux résultats des dernières élections. Vous ne pouvez pas nous vendre ça, M. Affi. Mais je vous donne les chiffres. On va revenir. Regardez, toutes les circonscriptions du centre. Attendez, toutes les circonscriptions du centre. On a nos impératifs, on a des impératifs publicitaires. On a des impératifs, on revient tout à l'heure. André, vous renchérissiez. Oui, je disais que la lecture du président Affi N'Guessan me paraissait quand même un peu trop... parce que ça ne correspond pas véritablement à la réalité. Vous ne pouvez pas confondre le nord-est qui est fait de Koulango et autres avec un nord à l'ouest qui est fait de... Donc, vous voyez, ce n'est pas la même réalité sociologique. Vous ne pouvez pas confondre aujourd'hui le fait que, par exemple, le RHDP qui est au pouvoir a pu glaner des voix à l'est comme au centre-est chez les actiers. Donc, vous ne pouvez pas... Non, après, on peut discuter des bases. Mais ne me dites pas qu'aujourd'hui, les positions ethniques ont été renforcées. Ça ne correspond pas à la réalité. Je vous dis que les 2 mamelles du jeu politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la tribu et l'argent. Les 2 mamelles qui alimentent le jeu politique en Côte d'Ivoire, c'est la tribu et l'argent. Et donc, si vous regardez le paysage politique... Est-ce que vous estimez, par ça, excusez-moi, je vous arrête un tout petit peu, c'est par ça aujourd'hui que la population ivoirienne n'est pas suffisamment mûre aujourd'hui pour qu'on puisse les balloter comme ça? Elle est mûre, mais la crise de 2010-2011, la chute du Front populaire ivoirien a changé la donne. La disparition et ensuite la crise à l'intérieur du FPI n'a pas permis à ce parti-là d'être, je dirais, la force motrice de la promotion de la démocratie. La force motrice qui aurait pu faire barrage à la clanisation du jeu politique. Voilà. Donc nous n'existons pas parce que nous-mêmes nous sommes auto-neutralisés. Et donc ces 2 partis qui sont initialement, je dirais congénitalement ethnicistes, ce sont eux qui règnent. Voilà. Et aujourd'hui, le RHDP essaie de progresser dans l'ancien bastion du Front populaire ivoirien à coup d'argent, par le clientélisme. Aujourd'hui, il récupère tout le pays entier grâce à l'argent. Il récupère... Vous ne pensez pas qu'il y a des programmes qui puissent les convaincre, André? Quel est le programme dont vous avez entendu parler pendant les élections législatives? Quel est le candidat, le parti qui a décliné une vision politique, qui a décliné un programme politique pendant les élections législatives? Non, ce n'est pas les programmes qui comptent. Ce ne sont pas les idées qui comptent. Monsieur Affi, vous êtes en train de peindre un tableau dont vous êtes aussi un des premiers responsables. Ça aussi, il faut le dire. Parce que moi, depuis que je vous entends, j'ai le sentiment que vous venez d'arriver sur l'échiquier politique. Et qu'on a l'impression que Affi N'Guessan a toujours raison. Ma responsabilité. Dites-moi quelle est ma responsabilité dans la clanisation du débat politique. Non, vous êtes le dirigeant d'un grand parti politique comme le Front populaire ivoirien. Oui. Et quand ce parti-là est, comme vous l'avez dit, en lambeaux, c'est aussi de votre responsabilité. Parce que le contrat qu'on a signé entre vous et nous, le peuple, c'est aussi que vous, en tant que parti politique, vous nous aidiez à ne pas faire des choix claniques. Oui. Mais si vous échouez, c'est aussi de votre responsabilité. Est-ce que cette lecture-là, vous la comprenez ou pas? Mais bien sûr, je reconnais qu'effectivement, ayant choisi cette bataille fratricide par rapport à l'après-Gbagbo, effectivement, le Front populaire ivoirien a trahi sa lutte. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas parce que je ne me suis pas battu pour que cette situation n'arrive pas. Je me suis toujours battu pour éviter cette situation. Donc je peux dire que, même si j'ai une responsabilité, je peux bénéficier de circonstances atténuantes parce que je me suis battu pour que l'unité du FPI soit préservée. Mais face à cela, on m'a opposé le clanisme et on a voulu faire du FPI le 3e parti clanique en Côte d'Ivoire, de manière à ce qu'il y ait le clan du Nord, le clan du Centre et le clan de l'Ouest. Or, si nous basculons dans cette logique, le pays, disons, s'achemine vers la guerre civile. Monsieur Affi N'Guessan, nous sommes malheureusement en fin d'émission et j'avais promis aux téléspectateurs une question. Vous me permettrez en 15 secondes de pouvoir répondre à cette question. Laurent Gbagbo revient bientôt. Quelle sera sa place dans le parti, au niveau du FPI? Mais il a toute sa place dans le parti. Mais moi, je ne vois pas Laurent Gbagbo principalement comme un homme de parti. Je considère qu'il a dépassé ce stade et qu'il a un rôle majeur à jouer pour la réconciliation nationale. Parce qu'il va trouver un pays divisé.
Il a été un acteur majeur de la crise, il doit être un acteur majeur de la réconciliation nationale. Et on ne peut pas être dans la réconciliation nationale si on est dans la confrontation politique avec les autres leaders. Ouattara, Bédié et Gbagbo devraient logiquement, avec le retour du président Gbagbo, s'engager à nous réconcilier, à se réconcilier d'abord entre eux et à nous réconcilier de manière à ce qu'en 2025, une nouvelle génération s'engage dans la compétition politique. À l'aéroport. Bien évidemment. Merci Pascal Finguesson d'avoir été dans notre compagnie. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. On l'a dit, hein, c'était un échange à bâton rompu. Nous, on était très très heureux de vous accueillir. Merci encore une fois d'avoir choisi Live TV pour cette première intervention. Vous l'avez dit, considérez un tout petit peu votre entrée politique. Merci André, merci Alain Toussaint, merci Edith Bourbleu et toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter donc une bonne fin de programme sur Live TV. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là, juste après. L'équipe de la Foire des Deals s'installe. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.